Je pense que Fanny Lopez et Cécile Diguet ont déjà dit beaucoup d'éléments de prospective. Je voudrais présenter assez rapidement quelques idées sur le sujet. Le siècle de Haussmann, 19e, nous a apporté, comme il a été dit tout à l'heure, l'eau courante, les égouts et les premières connexions aussi. Après le siècle d'Haussmann, que se passe-t-il? Eh bien, en 1974, non, avant 1974, en 1970, nous avons un président qui est un ancien de la banque Rothschild, Pompidou. Pompidou disait l'immobilier, c'est nécessaire, mais c'est mal fréquenté. Et lui-même savait de quoi il parlait. La preuve en est qu'après Haussmann, on a dans le 15e arrondissement, soudain, des tours énormes, et dans le 13e aussi, qui poussent. Alors, je ne sais pas où en était la propriété des terrains et quels promoteurs ont fait ces chefs-d'œuvre que nous admirons encore aujourd'hui. Donc, le siècle de Pompidou a donné lieu à ce monument en son honneur, si on peut dire, et nous sommes aujourd'hui dans un autre siècle. Dans un autre siècle dans lequel... Alors, ce n'est pas un hasard si le nouveau président, qui était aussi un ancien de la banque Rothschild d'ailleurs, est allé faire son discours d'élection, juste après son élection, à côté de ce complexe avec à la fois le Louvre et la pyramide de Paye. Donc c'est très intéressant parce que c'est une volonté d'intégration du passé et de l'avenir. Alors je continue et je vais maintenant regarder des choses plus d'actualité et de prospective. On a essayé le véhicule électrique. On a essayé, mais ça n'a pas vraiment marché. On a été obligé d'arrêter cette expérience. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça. Ou même ça. C'est-à-dire, mais ça, en plus, c'est sur le trottoir. Donc, on a des modes de circulation qui, manifestement, étaient poussés par une intention, le véhicule électrique rechargeable. Et puis, ça s'est passé autrement dans la pratique. C'est-à-dire que la vie de tous les jours, elle n'est pas tellement cohérente. Je pense que l'exposé que tu as fait, Alain, le montre aussi. La vie de tous les jours, elle n'est pas tellement cohérente avec ce qui avait été anticipé, aussi bien par les architectes, par les dirigeants, ou par les industriels, puisque c'est quand même des industriels qui avaient essayé de promouvoir ce type de véhicule électrique. Donc, faisons attention aux surprises. Néanmoins, je voudrais dire qu'il y a des éléments techniques complètement nouveaux qui sont en train de germer, donc notamment la fabrication additive. La fabrication additive, vous avez des maisons qui ont... ça s'appelle le X-Tree, c'est en France, ça c'est en Hollande, et voilà comment ça se passe. C'est-à-dire vous avez un appareil qui dépose du ciment, mais évidemment il est piloté par un programme, et vous pouvez avec ça évidemment faire des formes qui n'ont plus rien à voir avec celles de l'architecture classique. Alors je ne sais pas du tout sur quoi la fabrication additive va déboucher. Ça, c'est à Eindhoven, en Hollande. Néanmoins, je pense que c'est un élément qu'il faut regarder de près parce que ça permet de faire des formes et des infrastructures qui ne sont pas possibles avec les fabrications classiques, où on superpose des éléments, où on coule du béton. Là, on ne coule pas du béton, on le met au fur et à mesure
sous forme d'un espèce de gâteau qui s'empile. Vous voyez, cet objet-là bouge, et c'est ça qui fait ces formes qui peuvent être extrêmement, extrêmement bizarres. Alors, voilà une diapositive, je vais être assez bref, parce que je pense qu'il vaut mieux prendre un peu de temps pour discuter, qui est issu d'un petit exposé qui a été fait par la responsable de la prospective de Bouygues Construction. Et ce qu'elle dit, c'est: nous avons aujourd'hui des bâtiments, bien sûr, on va en construire d'autres, mais en fait, est-ce que le système de communication ne va pas changer de manière extrêmement radicale le trajet domicile-travail? Et en particulier, si le travail se fait à domicile, ce qui est possible, ce qu'on appelle le télétravail, ce qui est possible aussi avec les MOOC pour les gens qui sont en train de faire leurs études. Je ne suis pas sûr que les MOOC, ça soit une formule d'avenir, mais de toute façon, ce qui est accessible comme connaissance par Internet est immense. Il suffit, tout le monde peut en faire l'expérience, donc on peut se cultiver depuis n'importe où, et en particulier chez soi. Alors est-ce qu'on va continuer à faire 2 heures ou 3 heures d'aller-retour chaque jour pour aller rejoindre un bureau? Est-ce que le bureau ne pourrait pas être à la maison et la maison au bureau? D'ailleurs, il semble que dans le quartier de la Défense, il y ait déjà, au moins dans les sous-sols, un peu d'habitat, mais pour l'instant, c'est réservé aux gens qui n'ont pas les moyens de se loger autrement. Tu es au courant? Olivier est au courant de ça. Donc c'est intéressant de voir la façon dont Bouygues Construction dit: on va avoir des bâtiments qui seront multifonctions. Et ça va permettre, du fait qu'ils seront connectés, ça va permettre de travailler à distance et donc de diminuer ces immenses encombrements qui sont une plaie pour toutes les grandes villes modernes. On est tellement habitué au trajet domicile-travail qu'on ne pense pas qu'il pourrait en être autrement. Mais moi, je pense effectivement, et Bouygues aussi, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui quand même est sur le point de se réaliser, que ça pourrait en être autrement. Bon, je vais compléter par un autre aspect. Ça, c'est sans doute un des premiers immeubles dans lesquels il y ait... mais mettez-vous plutôt... dans lequel il y ait aussi de la végétation. Mais pour l'instant, je dirais ça reste un élément. Stefano Boeri, c'est un des architectes qui a expérimenté. Vous avez vu que dans les endroits de Paris où il commence à y avoir des constructions nouvelles, on envisage aussi de mettre de la végétation autour ou dedans. Donc c'est quelque chose qui est une vieille idée, mais qui se réalise de façon assez progressive actuellement. Ceci dit, il y a aussi les gens de tous les jours, la population qui met de la végétation dans ses fenêtres. Et des abeilles, y compris sur le toit du muséum. Il n'y a pas que l'école des abeilles au Luxembourg. Alors, la végétation en ville, donc ça ne fait que débuter. Et ça, du point de vue de la prospective, c'est un point extrêmement intéressant qui, à mon avis, peut aller très loin. On peut imaginer, et il y a déjà des gens qui se sont amusés à le dessiner, comme ici, le potager mural. On peut imaginer aussi, alors là, c'est Vincent Caillebout, que vous connaissez sans doute, qui est un jeune architecte extrêmement audacieux. Vous avez vu ces images sur Paris, on les avait montrées lors d'une session précédente. Donc Vincent Caillebout est un jeune architecte belge, et là, il a ce projet en Inde. Donc vous voyez, c'est un immeuble
qui aussi a une végétation luxuriante. Et l'idée, c'est d'être capable de faire des immeubles qui sont en mesure de produire leur propre nourriture. Donc on va très loin dans cette idée. Alors là, il y a non seulement, je dirais, le trajet domicile-travail qui est un peu une plaie du XXe siècle, qui risque de se réduire, sinon de disparaître, mais là, il y a même l'alimentation. Vincent Caillebout a fait une proposition pour la ville d'Angers d'un immeuble qui était d'ailleurs assez carré dans sa forme, qui est capable de produire la nourriture de ses habitants. Donc on a là une idée qui, à mon avis, est assez intéressante, c'est qu'on a vécu une société de séparation dans laquelle tous les jours il y avait des allées et venues. Il y avait aussi le logement d'une part, le travail d'autre part. Donc on a vécu une société de séparation et il y a un mouvement qui ne sera pas un mouvement total, hein, parce qu'on ne pourra jamais éliminer certaines séparations. Il y a un mouvement pour réunir en quelque sorte ce qui a été séparé. Alors je vais terminer maintenant en disant qu'il y a un autre aspect. Vous avez entendu parler de la montée des eaux, comme moi, qui risque peut-être d'être de plusieurs mètres à la fin du siècle. Donc on a actuellement certains pays, notamment la Hollande, qui est particulièrement visée par la montée des eaux, bien sûr, puisqu'ils sont en dessous du niveau de la mer, et puis ils ont le Zuiderzee sur lequel ils peuvent construire. Donc la Hollande a essayé de construire des maisons sur l'eau, plus ou moins flottantes. Alors ça existe, hein, les cités marines existent. Une des questions, on avait fait un colloque à Monaco de 12 jours, ça avait intéressé le prince qui à l'époque n'était pas encore régnant. Et on s'était posé la question, on avait passé une demi-journée à se dire qu'est-ce qui arriverait si une multinationale construise une île artificielle et dise c'est là mon siège social. Alors la réponse, c'est il n'arriverait rien, sauf que c'est quand même vulnérable. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle gère sa propre défense. Donc effectivement, on peut imaginer des changements. Tout le monde pense que l'État-nation, tel qu'il a été défini par le traité de Westphalie, 1748, n'est-ce pas? Tel qu'il a été défini, c'était une manière de terminer les guerres de religion. Et c'était d'ailleurs compliqué. Il y a un numéro d'histoire sur le sujet qui vient de sortir. Ils s'étaient battus pendant 30 ans et ils en avaient marre, quoi. Donc, chacun s'occupe chez lui des religions, puisque c'était à l'époque les guerres de religion qui avaient créé cet état de fait. Mais là, je veux dire, sur l'eau, il y a ce genre de possibilités. Il y a aussi, c'est un architecte qui est mort maintenant, qui s'appelait Zopini, dit c'est vraiment la cité marine, c'est-à-dire une cité qui est installée sur l'eau. Alors il y a déjà beaucoup de projets de cités marines, notamment autour du Japon, de la Chine, et évidemment, même en France, on peut dire que l'architecte Spoeri a fait quelque chose qui ressemble à une cité marine. Alors, ça pose effectivement les problèmes autrement, parce que là, on est obligé, je dirais, d'avoir quelque chose qui produise, avec de l'aquaculture notamment, mais peut-être aussi avec de la végétation, qui produise sa propre nourriture. Bon. Donc voilà un certain nombre d'éléments qui sont, je dirais, des images pour servir à la réflexion sur la prospective de ce siècle, du point de vue justement des communications, de l'énergie et des implantations. On peut continuer, mais je crois que vous aviez tout à l'heure déjà
beaucoup fait de prospective. Donc, pour ce qui me concerne, je dirais simplement que, voilà, ça c'est une station spatiale. Une station spatiale d'un nouveau genre qui a été imaginé par un scientifique américain. C'est un Thor, hein, qui fait à peu près 1 kilomètre de rayon, et il tourne sur lui-même en 1 minute à peu près, ce qui donne une gravité par force centrifuge équivalente à la gravité terrestre. Et à l'intérieur, évidemment, vous avez une végétation parce qu'il faut alimenter les occupants de cette station spatiale d'un nouveau genre. Alors, il imaginait de les installer au point de Lagrange. Parce que vous connaissez les points de Lagrange. Moi, je n'y suis jamais allé. C'est les points qui font un triangle équilatéral avec la Terre et la Lune. Et il y a une gravité faible à cet endroit-là. Et donc, c'est assez confortable pour une station. On n'a pas besoin de beaucoup la bouger ou la maintenir en place. Elle se tient à peu près sur elle-même. Donc là, vous voyez, le fait de partir dans l'espace nous pose effectivement le problème, comment est-ce qu'on fait pour que tous les besoins de la vie quotidienne et des humains soient aussi satisfaits dans l'espace. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On y met de l'eau, on y met de la végétation, on y met de quoi produire sa propre nourriture. Voilà, je m'arrête là en vous remerciant de votre attention. Donc, vous pouvez trouver... Merci Thierry. Vous pouvez trouver notamment la conférence de la jeune responsable de prospective de chez Bouygues sur notre site, là, 2100.org. Merci Thierry. Une ou deux questions avant qu'on conclue. Moi, j'en ai une quand même, parce que je vais rebondir sur ce que disait Jérôme Perrin tout à l'heure par rapport à la tour de Babel, cette histoire d'horizontalité, de verticalité, d'uniformité et de dispersion. Tu connais peut-être, enfin Jérôme doit connaître le livre de Marie Balmary qui s'appelle Le sacrifice interdit. Marie Balmary dit que dans la tour de Babel, le mot en hébreu qui dit la façon dont les Babéliens construisent la ville, c'est, enfin l'hébreu je ne connais pas, mais c'est briquettons les briquettes. En fait, c'est briquettons les briquettes, c'est-à-dire construisons des briques qui sont toutes les mêmes, qui sont identiques, qui sont parfaitement homogènes et uniformes. Là, dans ce que tu présentes, il y a des effets de surprise. Hein, on le développe Autolib, qui est une brique monumentale, et finalement, bon, voilà, on voit ce que ça donne, quoi. Ou des effets de fabrication additive, enfin de singularité, qui font partie du mystère de la ville. La ville n'est jamais uniforme, c'est un renouvellement permanent de singularité. Et pour reboucler avec ce que disait Catherine au début, dans son propos introductif sur Roland Castro se définit comme un poète urbain. Enfin, où il s'auto-définit comme un poète urbain. Dans tous les travaux de prospective que tu fais, quelle place tu donnes il y a beaucoup de poésie dans ce que tu dis, mais quelle place tu donnes à la poésie? Est-ce que tu discutes avec des poètes? Je discute souvent avec des gens qui sont, je dirais, impliqués dans la spiritualité, qui ont une réflexion mystique ou de recherche spirituelle. Alors certains, effectivement, ont une expression poétique, mais je ne peux pas dire que ce soit des poètes au sens de quelqu'un qui écrit des livres de poésie. Voilà. Une ultime question? Oui, Jérôme veut réintervenir. D'ailleurs, je crois que Fanny Lopez a peut-être participé à ça au début. Il y a eu un programme qui s'appelait Ignis Mutatres du ministère de la Culture, qui portait sur l'évolution de la ville, de l'énergie, de l'architecture de manière générale. C'était un programme qui mobilisait surtout les écoles d'architecture. Et Panos Mangiaras, qui en était un peu l'animateur au ministère de la Culture, lui-même avait écrit un bouquin qui s'appelle La ville paysage et qui faisait référence à un architecte de le lendemain de la Seconde Guerre, ou qui était plutôt entre deux guerres, qui avait conçu aussi des villes paysages en s'inspirant pas mal
des schémas de la cathédrale, et c'était très horizontal et très arborescent, hein. Donc c'était une ville qui était à la fois dans son plan, dans son schéma arborescente, et en même temps avec une espèce de dimension un peu fractale où il y avait toujours le schéma de la cathédrale qui se reproduisait quelque part. Oui. C'était intéressant, et il avait fait une thèse là-dessus, un ouvrage de master. C'est un ouvrage que je vous recommande. Oui, merci. Merci. Ça m'évoque un film là, qui est sorti ces temps-ci, sur les arbres. Oui. Tu l'as vu? Non, mais j'en ai entendu parler. Et c'est un film qui montre que, en fait, les arbres communiquent entre eux, soit directement par les racines, soit par les rhizomes de champignons, et qu'en fait, on ne peut pas parler d'un arbre, mais il faut parler d'une forêt. Et il semble que la forêt est une certaine, on ne peut pas dire une conscience, mais une stratégie. Alors, c'est assez intéressant, parce que je crois que là, on touche des éléments très profonds du fonctionnement du vivant. Et moi je travaille beaucoup avec Marie-Christine Morel, je vais la voir d'ailleurs tout à l'heure, qui est la spécialiste des origines de la vie. Les origines de la vie, c'est sans doute des éléments qui se sont rapprochés comme des axones des neurones, et qui ont commencé à échanger par l'intermédiaire de médiateurs chimiques des informations. Et je pense que ce que montre ce film, c'est que les arbres font ça. C'est un film où on sort de là en se disant mais il y a une conscience de l'arbre. Alors là, on est vraiment très troublé. On est vraiment très troublé. On se dit il y a une unité de la vie qu'on ne soupçonnait pas. Comme il y a probablement une conscience de la ville. Je vous propose d'arrêter là. On va vous donner rendez-vous probablement début 2019 pour une prochaine matinée. Nous sommes en train de travailler avec Olivier, Alain et Thierry sur le sujet qui pourrait être celui que je formule comme ça pour l'instant, parcours de vie dans la ville. C'est comment les habitants, les salariés, les migrants, les touristes se vivent dans la ville. Voilà. Bonne matinée. Et puis ceux d'entre vous qui ont encore un petit moment, d'ici 10 minutes, je pense, Alexia, une visite guidée sera organisée. À bientôt.